Je me nomme Mouché Gueye, professeur d'histoire et de géographie. Et comme chaque année, on revisite avec vous les leçons qui sont très importantes. Et je vais commencer d'abord par le système monde, qui est la mondialisation. Et c'est une leçon très importante pour la suite du programme de la géographie en classe de terminale. Donc, d'abord, c'est quoi la mondialisation? Et avant de parler de celle-ci, il faut parler des facteurs qui ont motivé la création ou bien la mise en place du système monde. Donc, mondialisation égale globalisation, mondialisation égale système monde. Et après avoir parlé de ces facteurs, on va voir ensemble la structure ou bien l'organisation du système monde. Quel est le schéma du système monde? Comment s'effectue le système monde? Et on va parler aussi de ces flux, les principaux flux de la mondialisation. Si nous sommes dans la mondialisation, qu'est-ce qu'on est en train de changer? Le déplacement des personnes, bien sûr, flux migratoire, flux des capitaux, c'est-à-dire la circulation de l'argent, flux commerciaux, c'est-à-dire donc la circulation des biens, marchandises, services. Et aussi, on va parler de la circulation de l'information. Et maintenant, les conséquences de la mondialisation. Si nous sommes dans la mondialisation, avec des pays de niveaux économiques différents, maintenant, quel est le sort de tout un chacun? À savoir les pays du Nord et les pays du Sud qui est divisé tout simplement, qui sont divisés en deux parties, à savoir les pays pauvres et les pays émergents. Voilà, donc d'abord, c'est quoi la mondialisation? La mondialisation, c'est un système tout simplement d'intégration économique. Pourquoi système d'intégration économique? Favorisé aussi par l'interdépendance des pays, parce que aujourd'hui, aucun pays ne peut se replier sur soi-même. Ils ont tissé entre eux des relations d'interdépendance, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international. Et maintenant, c'est cette relation d'interdépendance qui a donné naissance à quoi? La multiplication des contacts au niveau de l'échelle planétaire. Et s'il y a maintenant ces contacts, c'est ce qui a permis à l'édification du système monde. Et maintenant, parmi les facteurs qui ont engendré le système monde, d'abord, on va parler de la croissance démographique. On a constaté que depuis la révolution industrielle, au niveau international, il y a la croissance positive de la population, parce qu'il y a un recul de la mortalité, et qui parle de recul de la mortalité maintenant parle tout simplement de la hausse de la natalité. Et c'est dans cette lancée maintenant qu'il y aurait plusieurs modernisations, que ce soit sur le domaine du transport, à savoir donc la mise en place des avions, déplacements maritimes pour la circulation des biens, des marchandises, les chemins de fer donc d'une manière moderne. Donc ce qui signifie qu'il y a donc le développement des outils de transport. Et au-delà de cela maintenant, il y a la révolution des télécommunications, surtout à ce moment où il y a le développement de l'Internet, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et des communications, aussi le développement de la téléphonie mobile. Il y a aussi ce qu'on appelle le fait que OMC a encouragé la libéralisation des échanges. Et qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit tout simplement que les barrières tombent, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des barrières, parce que quand on a dit qu'il y a des tarifs ou bien des barrières douanières, cela va empêcher tout simplement la circulation des marchandises. Donc c'est parmi les facteurs qui ont donné naissance ou bien qui ont engendré la mondialisation. Donc la mondialisation maintenant c'est quoi? C'est d'une manière générale, c'est le système monde, c'est une globalisation et maintenant c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un phénomène croissant d'internationalisation des échanges, que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit financier, que ça soit aussi culturel et humain, mais à l'échelle de toute la planète.
Maintenant, parlons des acteurs de la mondialisation. Quels sont les acteurs qui mènent les actions au sein de la mondialisation? Et premièrement maintenant, pour comprendre cet aspect, on ne peut pas occulter ou bien nier la dominance des firmes multinationales. Et firmes multinationales, encore après firmes transnationales, ce n'est rien d'autre que les grandes entreprises qui ont une capacité d'expansion géographique et économique très importante parce que leur production s'est organisée à l'échelle planétaire et maintenant la demande de chaque population serait tout simplement prise en compte. Donc c'est la raison pour laquelle si vous voyez des grandes entreprises partout en Afrique, partout en Amérique, au niveau de l'Asie, retenez très bien que ce sont des firmes multinationales, donc parce que leur présence, c'est au niveau de plusieurs nations. Et au-delà de ces firmes multinationales, d'abord, pour parler de leur production, parce que c'est eux qui gèrent l'essentiel de la production, c'est eux aussi qui gèrent ce qu'on appelle l'essentiel de l'économie sur le plan international. Mais non loin des firmes multinationales aussi, il y a des organisations économiques régionales, parce que les pays limitrophes se contentent de faire des échanges, de ne pas se replier sur soi-même. On doit tout simplement gérer des relations d'interdépendance. Et c'est ce qui a favorisé à partir de 1992 la création de plusieurs organisations économiques, que ce soit au niveau de l'Amérique, quand on nous parle de l'ALENA, qui est devenu en 2018 ASEM. Pourquoi? Parce qu'on a rebaptisé le nom de l'ALENA, qui est Accord de libre-échange nord-américain, composé des États-Unis, du Mexique et le Canada. Et maintenant, si on part au niveau de l'Europe, il y a l'Union européenne aussi, qui a été créée dans cette même lancée, parce qu'on a besoin de nos prochains. Chaque pays a besoin de ce qu'on appelle les pays géographiquement limitrophes pour favoriser leur échange, pour favoriser leur commerce, pour favoriser leur économie. Et aussi ce qui a expliqué la création de Mercosur en Amérique du Sud, c'est-à-dire donc l'Amérique latine. Et à leur tête maintenant, on a parlé de Brésil. Et au niveau de l'Asie-Pacifique aussi, on parle de l'ASEAN, qui est le marché commun. Donc, juste pour faire comprendre qu'il y a des organisations régionales, mais sur le plan économique, qui vont participer dans la mondialisation. Et au-delà de ces organisations, maintenant, il y a des organisations internationales. Et dans ces organisations internationales aussi, qui jouent leur rôle dans la mondialisation, on ne peut pas épargner d'abord la Banque mondiale et FMI. C'est eux qui investissent, c'est eux qui donnent ce qu'on appelle donc des prêts, ou bien des crédits à long terme, pour permettre à certains gouvernements non seulement de faire des politiques de développement, mais aussi des investissements, que ça soit donc à long terme, que ça soit à court terme. Donc ce qui explique que s'il y a la Banque mondiale, s'il y a ce qu'on appelle firme multinationale, s'il y a aussi ce qu'on appelle la FMI, Fonds monétaire international, je veux dire, et il y a aussi d'autres organisations, à savoir G20, G8, il y a OMC, Organisation mondiale du commerce. Il y a aussi ce qu'on appelle, que ce soit UNICEF, que ce soit UNESCO, qui sont des organisations secondaires de l'Organisation des Nations Unies, bien sûr, parce que l'ONU, c'est l'appareil politique, mais l'ONU est tout simplement entourée de puissances émergentes. Voilà. Et donc, d'autres organisations, je veux dire, d'autres organisations secondaires. Et maintenant, en partant de cela, on ne peut pas aussi nier l'épreuve de l'État, parce que l'État aussi joue un rôle très important dans la mondialisation. Et pourquoi chaque année les États se réunissent dans des sommets pour discuter du développement, pour discuter de l'économie, pour discuter de l'intégration dans la mondialisation. Mais aussi, il y a des organisations non gouvernementales, qu'on appelle ONG, qui participent aussi, comme l'exemple de Greenpeace sur le plan environnement, l'exemple aussi de Médecins du Monde ou bien CIRC, Comité international de la Croix-Rouge aussi, qui joue un rôle très important dans la mondialisation. Voilà donc les organisations. Et au-delà de cela, maintenant, il y a des affairistes. Et quand on parle des affairistes, ce n'est rien d'autre que certains qui pratiquent des exercices déloyaux pour favoriser leur économie. Quand on parle de trafic de drogue, trafic aussi de ce qu'on appelle d'armes, blanchiment de l'argent sale. Là aussi, ce sont des acteurs. Et au-delà de cela aussi, aujourd'hui, on est en train de parler des influenceurs sur les réseaux sociaux. Effectivement, puisqu'il y a le développement de l'information, puisqu'il y a le développement des outils, il y a aussi certains qui participent dans la mondialisation à travers l'Internet. Maintenant, un point très important de la mondialisation, c'est la structure, ou bien le schéma, ou bien tout simplement l'organisation du système monde.
comment est organisé le système monde, comment s'effectue le système monde. Et pour comprendre cette question, il faut tout simplement regarder l'organisation économique. Parce que le système monde est divisé, on peut dire, 3 parties. Et maintenant, premièrement, on va parler des pays du centre. Il y a donc un polycentrisme. Et ce polycentrisme maintenant est caractérisé par la triade. La triade est composée des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon. Et quand on nous parle de l'Union européenne, à la tête, il y a la France et l'Allemagne en tant que locomotive. Donc ce sont des pays du centre, tripôle, tricentre, que ce soit au niveau de l'Amérique, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Asie. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise leur économie? Ces pays est caractérisé par un développement, et ce développement est dû tout simplement par la domination de leur secteur tertiaire. Donc les activités au niveau du Japon, les activités au niveau de l'Union européenne, les activités au niveau des États-Unis d'Amérique tournent autour du secteur tertiaire. Donc, dominance du secteur tertiaire. Et qui parle de secteur tertiaire parle tout simplement de les banques, les assurances, transports, les moyens de communication. Voilà. Et maintenant, c'est eux qui gèrent l'essentiel de la production, donc l'essentiel du PIB global mondial. Et c'est eux aussi qui gèrent ce qu'on appelle l'essentiel des capitaux, d'où leur investissement considérable dans le tiers-monde, donc dans les pays émergents. Quand on nous parle de bourse de Wall Street au niveau des États-Unis d'Amérique, quand on nous parle de bourse de Paris, de Francfort au niveau de l'Europe, ou bien bourse tout simplement donc de Tokyo au niveau du Japon. Donc ce qui explique que dans ces pays, il y a un développement considérable, au détriment maintenant des autres pays. Parce que là-bas aussi, il y a la dominance des services. Nous sommes dans l'économie post-industrielle et au niveau des prises de décisions, il y a aussi ce qu'on appelle la commande. C'est eux qui gèrent la commande de l'économie mondiale. Comment? Parce que leur influence politique, dans les grandes organisations, on parle de leur langue. Dans les grandes organisations, c'est eux qui décident. Donc, c'est eux qui gèrent l'économie mondiale. Maintenant, et c'est eux aussi qui investissent à l'étranger. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle donc les moyens, l'argent, les capitaux, donc la capitalisation boursière. Et maintenant, au-delà de ces centres maintenant, de l'autre côté, non loin de ces centres, il y a ce qu'on appelle les périphéries, intégrées mais aussi associées. À l'exemple tout simplement donc des BRICS, qui sont des pays du Sud, mais tentent de quitter la pauvreté pour s'imposer en tant que pays en voie de développement. Et c'est dans cette lancée qu'on va parler de leur force. Leur force n'est rien d'autre que leur industrie. Donc la force, c'est l'industrialisation. Et parmi tous ces pays maintenant, il y a une forte exportation des produits manufacturés. Et produits manufacturés, ce n'est rien d'autre que donc des produits qui passent au niveau de l'industrie. Que ce soit donc des biens à consommer ou bien des biens qu'on va tout simplement gérer comme outils, l'exemple des voitures, ainsi de suite. Donc l'exemple du Brésil. Le Brésil est un pays émergent parce que le Brésil aussi, dû de ce qu'on appelle son influence culturelle, rayonnement footballistique, le tourisme, et c'est un pays aussi qui fabrique ce qu'on appelle donc des cacao, et du café, ainsi de suite. Donc c'est un pays émergent. S'il arrête de faire ses exportations, il y aura pénurie, il y aura manque au niveau international. Et le Brésil aussi, autant pour moi, comment dirais-je encore, la Russie, qui est le premier pays exportateur de gaz naturel, un pays aussi très riche en ressources pétrolières. Donc ce qui explique que c'est un pays émergent, parce que les pays européens et les États-Unis d'Amérique sont dépendants sur le plan énergétique vis-à-vis de la Russie. Et si on parle de l'Inde et la Chine, sont donc première puissance démographique et deuxième puissance démographique, alors que pour les capitalistes ou bien les occidentaux, un pays doit être développé par ce qu'on appelle la capacité de sa jeunesse, non seulement, mais une jeunesse qualifiée. Et c'est ce qu'on appelle main-d'œuvre abondante et qualifiée. Et c'est dans cette lancée aussi que la Chine a reçu plusieurs investissements donc pour la création des entreprises, parce que ce sont des zones, les pays émergents, ce sont des zones réceptives d'idées. Et c'est quoi réceptif d'idées? Donc la production, ce n'est rien d'autre qu'à partir donc des faibles coûts. Et quand on parle de faibles coûts, cela signifie que vous investissez peu mais vous gagnez trop. Cela signifie tout simplement donc que ce sont des zones réceptives d'idées. Et donc au-delà de cela maintenant, si on nous parle que la Chine est devenue première puissance commerciale, c'est grâce à ses industries, grâce à sa production, grâce à ses exportations. Et South Africa aussi, un pays très riche
un pays aussi qui a de l'industrie, qui a aussi des infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle en Afrique, on a considéré l'Afrique du Sud comme un pays émergent. Et au-delà de cela, maintenant, on va y ajouter aussi le Maroc qui est dans le trajet, de même que l'Algérie, de même que aussi ce qu'on appelle les pays du Moyen-Orient. Voilà. Donc, et dernièrement maintenant, on va parler des périphéries marginalisées. Et pourquoi marginalisées? Marginalisées, c'est ce qu'on appelle donc les pays qui sont tout simplement exclus de la mondialisation. Si la mondialisation, c'est la globalisation. La mondialisation a permis aujourd'hui de dire village planétaire. Maintenant, quel est le sort de l'Afrique? Quel est le sort de l'Amérique latine? Quel est le sort de l'Asie centrale? Ce qui explique que ces pays sont tout simplement relégués au second plan. Pourquoi marginal? Parce qu'il y a la détérioration des termes de l'échange. Dans la mondialisation, ce qu'on demande dans le marché mondial, ce sont des produits manufacturés ou bien des services. On a défavorisé les pays vendeurs de matières premières. Alors en Afrique, au niveau de l'Asie, l'Amérique latine, ce sont des pays qui ont reçu peu d'investissements étrangers. Ce sont des pays où il y a sous-industrialisation. Et qui parle de sous-industrialisation parle de quoi? Donc dominance du secteur primaire, alors que le secteur primaire aussi n'est pas du tout développé, parce que l'agriculture est peu productive, l'agriculture n'est pas du tout mécanisée. Nous sommes aussi dépendants sur le plan agricole. Et au-delà de cela, maintenant aussi, l'industrie est embryonnaire. Il n'y a pas d'investissement. Et nous sommes dépendants sur plusieurs plans. Donc, raison pour laquelle l'Afrique est marginalisée, par exemple, et l'Afrique ne représente que 3% ou bien même moins de 3% de la mondialisation. Là, maintenant, c'est tout simplement catastrophe. Maintenant, pourquoi les investisseurs privés étrangers sont en train de fuir l'Afrique? Parce que l'image de l'Afrique est ternie à l'extérieur. Aussi simple que ça. On a considéré l'Afrique comme le pays des guerres. On a considéré l'Afrique comme le pays de malgouvernance. On a considéré l'Afrique comme le pays des épidémies, pays de la corruption, pays des troisièmes mandats. Donc c'est la raison pour laquelle les investisseurs privés vont fuir l'Afrique. Parce que ce n'est pas une zone stable où on doit faire ce qu'on appelle donc des investissements pour permettre à la jeunesse de travailler ou bien de retrouver ce qu'on appelle donc des emplois. Et c'est ce qui explique les départs massifs, l'immigration clandestine, ainsi de suite. Donc l'Afrique n'a que des matières premières. Alors que Michael Griffon avait dit que l'Afrique a des ressources qu'on doit exploiter. Pourquoi nous devons tout simplement exploiter ces ressources? Parce qu'il y a non seulement la disponibilité des terres, et là c'est perspective, comme l'examen de l'année passée au niveau du Sénégal. Donc à chaque instant, quand on parle de l'affaiblissement, on vous demande maintenant de donner des perspectives. Quelles sont les voies que nous devons tout simplement emprunter pour permettre le développement en Afrique et au niveau du Sénégal en particulier? Donc il y a l'existence des territoires. Et ces territoires, ce sont des territoires cultivables. Donc, il reste à l'État de faire des politiques agricoles, en faisant ce qu'on appelle donc des subventions. Et maintenant aussi, il y a une jeunesse. Et c'est ce que Michael Griffon disait, l'Allemand. Il a dit que seule l'Afrique va répondre aux défis alimentaires de demain. Et on l'a dit pourquoi? Il a dit tout simplement parce qu'au niveau de l'Afrique, il y a non seulement l'existence des terres, il y a l'existence de l'eau, mais aussi il y a l'existence d'une jeunesse. Et maintenant, c'est dans cette lancée aussi qu'on va parler qu'au niveau de l'Afrique, il y a manque de subventions, alors que dans la mondialisation, les gros producteurs venant de l'Europe et venant ce qu'on appelle des États-Unis sont subventionnés. Oui, ce sont des gros producteurs mais aussi subventionnés. Et au niveau de la mondialisation aussi, on a défavorisé les pays vendeurs de matières premières et c'est ce qu'on appelle aussi le protectionnisme du marché. Les grandes puissances ont protégé leur marché. On est en train maintenant de limiter la pénétration des produits, que ce soit donc dans les autres zones. Et là, maintenant, on est en train de parler de concurrence déloyale entre les pays partenaires. Parfois même au sein de la triade, ce sont des pays d'accord, mais à la fois concurrents et parfois partenaires. Et c'est ce qui explique maintenant l'économie d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans la mondialisation et chacun peut prétendre maintenant diriger le monde. Et c'est dans cette lance aussi qu'on va parler de la guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Là, c'est une guerre commerciale. Parce que la Chine, en tant que première puissance commerciale, qui est en train d'inonder le marché du monde, en particulier aussi le marché de l'ENA, les États-Unis d'Amérique vont trouver des mécanismes pour limiter la pénétration des produits chinois au niveau de l'ENA en général, mais aussi au niveau des États-Unis en particulier. Et c'est dans cette lancée que Barack Obama, autant pour moi pas Barack Obama, mais Donald Trump avait entamé depuis 2018 ce qu'on appelle la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis,
parce qu'il a trouvé nécessaire que la balance commerciale des États-Unis d'Amérique est causée par son dépendance, bien sa dépendance vis-à-vis donc de la Chine sur le plan des outils, sur le plan aussi des produits manufacturés. Voilà donc pour vous faire comprendre que l'Afrique est considérée comme l'angle mort de la mondialisation. Donc l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Asie centrale, c'est le monde inutile. Donc ce sont des périphéries marginalisées, ce sont les pays les plus dangereux de la mondialisation. Et maintenant, à la fin, pour comprendre maintenant les effets de l'interdépendance, est-ce que la mondialisation a réduit les inégalités ou bien a augmenté les inégalités? Est-ce que la mondialisation a réduit ce qu'on appelle donc les interdépendances? Est-ce que la mondialisation a augmenté les interdépendances? Donc là, c'est la dernière question. Mais pour parler maintenant des principaux flux de la mondialisation, qu'est-ce qu'on échange dans la mondialisation? On échange d'abord ce qu'on appelle des marchandises. Et là, c'est ce qu'on appelle les flux commerciaux. Et là-bas aussi, on note une dominance des pays du centre. Parce que pour participer dans la mondialisation, il faut au minimum avoir l'industrialisation. Et l'Afrique n'en disposait pas, par exemple. Donc, les flux commerciaux, les services, les biens, il y a vente des services, il y a vente des biens. Et au-delà de ces flux commerciaux aussi, il y a des flux financiers. Pourquoi la circulation? Pourquoi il y a ce qu'on appelle l'idée selon laquelle on parle maintenant des échanges sur les capitaux, parce que les centres financiers se sont interconnectés. Et là, c'est grâce à la circulation de l'information. Maintenant, flux des personnes, c'est-à-dire le flux des travailleurs. Si des personnes quittent les pays du Nord pour venir au niveau de simplement des pays du Sud, là, on est en train de parler des flux touristiques. Déplacement, on quitte l'Europe pour venir en Afrique pour visiter. Là, maintenant, ce sont des flux touristiques. Maintenant, déplacement sud vers le nord, c'est ce qu'on appelle flux des travailleurs. On quitte l'Afrique pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe pour chercher du travail. Et une fois arrivé maintenant, on va compenser le manque de main-d'œuvre, mais on va envoyer ce qu'on appelle donc des transferts d'argent au niveau de l'Afrique pour participer sur le développement. Et aussi, il y a d'autres flux de déplacement des personnes, à savoir donc les flux des réfugiés, mais c'est déplacement par contrainte. Dans les zones de conflit, dans les zones où il y a des guerres, parfois l'ONU interpelle les deux parties pour créer ce qu'on appelle le couloir humanitaire. Et le couloir humanitaire, ce n'est rien d'autre que permettre à ceux qui veulent tout simplement quitter les lieux pour tout simplement se réfugier vers les autres pays étrangers, donc les pays voisins, donc auront la possibilité maintenant de quitter les pays de guerre pour s'installer dans les autres pays. Et c'est ce qu'on appelle donc flux de réfugiés, donc quitter ou bien déplacement par contrainte. Voilà, donc maintenant, dernière partie, on va parler des effets de l'interdépendance. Ce n'est rien d'autre que la mondialisation a plus favorisé les plus compétents et les plus compétitifs. Les pays riches vont continuer à être riches. Les pays riches sont en train tout simplement d'exploiter les pays pauvres parce qu'on a organisé la mondialisation en leur faveur. C'est la réalité. Maintenant, puisqu'il y a intégration et association, là c'est l'idée de la vitalité des BRICS. Les BRICS, grâce à leur performance économique, grâce à leur dynamisme, grâce à ce qu'on appelle leur percée, on a pu tout simplement intégrer la mondialisation et il y a une sorte d'association. Pourquoi? Parce que les pays du centre ont besoin des pays du BRICS, non seulement pour chercher des marchés à investir, pour chercher des marchés tout simplement à vendre leurs marchandises, mais aussi on a besoin de certains produits, surtout des produits hydrographiques et hydrauliques qu'on n'en dispose pas. Donc c'est ce qui explique l'interdépendance. Et maintenant aussi, la mondialisation a tout simplement relégué au second plan surtout les pays pauvres qui continuent tout simplement d'être pauvres. Et les petits paysans tout simplement sont ruinés dans la mondialisation parce qu'on ne peut pas gérer la concurrence avec les gros producteurs. Et c'est ce qui est en train maintenant de tuer l'économie locale, tuer ce qu'on appelle donc l'agriculture locale, et d'où le déplacement. On parle de l'exode rural, on parle aussi de l'immigration. Et aussi, dans la mondialisation, il y a d'autres effets. Parce que s'il y a la globalisation financière, cela signifie que s'il y a une crise financière, il y aurait tout simplement donc une crise mondiale. S'il y a une crise économique aussi, ça serait une crise mondiale. L'exemple, la guerre russo-ukrainienne a impacté le monde. Comment? Parce que nous sommes dépendants sur le plan énergétique, nous sommes dépendants sur le plan aussi des marchandises. Donc s'il y a une guerre, il y aura tout simplement manque de produits. Pourquoi? Parce qu'il y a baisse des exportations et il y aura inflation des prix. Et c'est dans cette même lancée aussi qu'on va introduire l'idée selon laquelle la Covid-19, donc c'est le déplacement des personnes qui a permis tout simplement
à la Covid-19 d'être pandémie parce que les personnes circulent, il y a le déplacement, il y a la mobilité des personnes. Et maintenant, s'il y a la mobilité des personnes, une crise sanitaire va devenir tout simplement une crise mondiale parce que nous sommes dans la mondialisation. Et maintenant, cette crise sanitaire va tout simplement plomber l'économie mondiale dans le sens où aujourd'hui on est en train de parler d'une politique de résilience partout dans le monde parce qu'on va se rattraper et une crise ça se répare des années. Donc la Covid-19, la guerre ukrainienne, la guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, entre autres, ce n'est rien d'autre que donc les effets de l'interdépendance. Donc aujourd'hui, s'il y a toutes ces crises, cela signifie que le monde actuel est bouleversé, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan commercial ou bien sur le plan politique, parce que chacun est en train tout simplement de se réorganiser pour devenir le leader. Et devenir le leader veut dire quoi? Est-ce que la Chine est en train de récupérer la première puissance économique mondiale? Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont laisser faire? Là, ce sont des questions à poser. Et maintenant, n'oubliez pas de réagir ou bien de tout simplement faire vos suggestions ou bien tout simplement de poser des questions. On va y revenir très largement. Donc, c'était tout un point de ramachage parce qu'on a déjà fait les cours dans les classes respectives. Donc, on est là et on est tout prêt à chaque instant donc, de donner notre touche au niveau donc, de préparation concernant le baccalauréat. Et on a beaucoup d'expérience concernant le baccalauréat. Et ne vous inquiétez surtout pas, chers élèves, on est là. L'idée maintenant, c'est que vous voulez le baccalauréat, vous pouvez le faire et vous l'aurez, Inch'Allah. Donc merci et bonne fin de jour à toutes et à tous.